Bonjour Marie. Bonjour. On a donc débuté le suivi ensemble le 8 août de l'année dernière. Donc merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui de ton parcours avec le côlon irritable. Donc si tu veux commencer par te présenter un petit peu ce que tu fais, que les gens puissent comprendre un petit peu mieux ton parcours. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans, je suis professeure de sciences économiques et sociales en lycée. J'ai le syndrome depuis que j'ai 20 ans et donc j'ai attendu quasiment 20 ans pour faire un suivi. C'est-à-dire que les crises ont été très fortes pendant pas toute la période, mais régulièrement pendant cette période. Et pour autant, j'avais pas de solution. Donc voilà ce qui m'a amenée vers toi. Justement, quelles étaient tes problématiques avant en termes de symptômes que tu pouvais avoir au quotidien? Alors, au quotidien, c'était surtout après les repas. Moi, je suis syndrome de l'intestin irritable type D, donc diarrhée, voilà. Donc après les repas, c'était des ballonnements, des diarrhées très fortes, des grosses, j'appelais ça des crises de ventre, vu que je ne savais absolument pas ce que c'était, qui pouvaient me mettre à plat pendant des heures. En général, c'était fichu pour la journée, donc j'étais épuisée et puis fallait attendre la fin de la journée, une bonne nuit avant que ça se remette, quoi. Donc c'était assez épuisant. Vraiment, sens-toi à l'aise parce que les personnes qui vont nous écouter, c'est vraiment des Ouais. personnes qui ont exactement les mêmes problématiques que toi. Et justement, le but, c'est que ça dédramatise un peu. En faisant le suivi avec toi, justement, ça a complètement dédramatisé tout le côté pas glamour de ces problèmes intestinaux. Et Ouais. finalement, tout ça, ça arrive à plein de filles, en fait. Et même à l'époque, quand j'ai commencé à être malade, quand j'avais entre 20 et 21 ans, quelque chose comme ça, j'avais des copines qui étaient, avec le recul, dans le même cas que moi. Mais on disait rien. Donc il y a un espèce de tabou là-dessus qui fait que parfois on hésite à se dire, bon, on va faire un suivi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Oui, c'est très tabou et je pense qu'il y a plus de gens autour de nous qu'on connaît qui n'en parlent pas, qui ont exactement les mêmes problématiques. C'est ça qui est assez fou. Justement, dans des situations, soit personnelles, professionnelles, familiales ou autres, est-ce qu'il y avait des moments où tu as eu des expériences difficiles de côlon irritable? Tout le temps, enfin très souvent, très régulièrement. Des expériences, je sais pas, lors des repas de famille, des sorties au restaurant. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est faire de la randonnée. Alors, t'imagines même pas à quel point ça pouvait être problématique quand tu prends une crise en plein milieu d'une randonnée. Et c'est arrivé. Et ça a été justement le facteur déclenchant de me dire non mais là c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose quoi. Parce qu'en fait ça m'empêche de vivre correctement. Alors bien sûr il y a plus grave, parce qu'il y a toujours plus grave dans la vie, hein. Et c'est justement ce qui m'avait un peu freiné à prendre les choses en main plus tôt, c'est que j'avais une copine qui a la maladie de Crohn. Donc tu te dis à côté, moi avec mon petit syndrome de l'intestin irritable, c'est pas bien grave, ça ira mieux demain, et puis peut-être ça recommencera, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas mortel. Mais ça handicape vraiment dans la vie quotidienne, quoi. Et au travail, bah, comme je suis prof, quand même assez embêtant. Les cours après manger où tu as le ventre qui est complètement en train de s'agiter et qu'il faut sortir de cours. Je devrais pas dire ça parce que j'ai pas le droit de sortir de cours. Mais c'est déjà arrivé. Et c'est vrai que ça a été vraiment une galère pendant plein d'années avec des périodes horribles, des périodes un peu où ça allait mieux. Donc on a l'impression que c'est fini. Puis des périodes où ça recommence parce qu'en fait, ben, ça dépend vraiment de l'alimentation. On a l'impression parfois que ça se finira jamais, quoi. Et puis c'est difficile aussi dans le sens où, comme je disais aussi avec, l'autre témoignage, il y a pas que les symptômes, c'est-à-dire, digestifs, ça va prendre aussi beaucoup d'énergie mentale aussi, ça va jouer sur la fatigue, on va penser que à ça. Difficile d'être vraiment concentré dans ce qu'on fait quand on a toutes ces problématiques-là. Mais c'est exactement ça. Et puis même la peur. Moi, à un moment donné, je crois que quand je t'ai contacté, j'avais même peur de boire de l'eau. J'en étais à ce point-là. Je m'étais dit, ben, si je bois ma petite gourde d'eau, je vais être malade. Donc j'en venais à presque plus boire parce que je m'étais dit à un moment donné, bah, parce que tu bois trop, c'est à ce moment-là que tu déclenches les symptômes. Ben non, c'était pas ça en fait, hein. Finalement, t'hésites à manger, t'as faim, tu manges, mais tu sais pas trop quoi manger. Et j'en venais justement quand je faisais mes petites randonnées, j'avais trouvé la solution. Je ne buvais pas et je ne mangeais pas pendant les 6 heures de randonnée. Autant te dire que j'étais pas fraîche en arrivant, hein. Et j'étais pas bien, on profite pas quoi. Donc je mangeais un petit truc vite fait et puis je mangeais en rentrant et puis basta. Donc évidemment, en termes de performance, c'était quand même très moyen. Et puis en termes de bien-être, quoi, de profiter de l'instant, c'était plus possible. C'est vrai que le jeûne, c'est souvent une solution qui est utilisée par les personnes qui ont une colopathie fonctionnelle parce que et c'est ce que je dis toujours, quand on fait des jeûnes ou qu'il y a des périodes sur une journée où on saute des repas, où on a un rendez-vous prévu, donc on va se dire: «Bon, bah, on mange pas comme ça, on est sûr qu'on va minimiser les symptômes». C'est plutôt un bon signe parce que ça veut vraiment dire qu'il y a des choses à rechercher au niveau de l'alimentation. Au niveau des situations, oui, difficiles quand on a une colopathie, hier, j'étais en consultation, il y a une personne qui m'a dit c'est la première fois que j'entendais ça depuis que j'ai commencé à travailler. Transport, ça, on le sait, ça peut être très compliqué, mais elle a déjà frappé à la porte de maison chez des personnes pour, justement pouvoir aller à la salle. C'est exactement ça. Mais alors combien de bars j'ai déjà
café en disant excusez-moi, je peux emprunter vos Mm. toilettes s'il vous plaît, puis tu prends, je sais pas, n'importe quoi, un café, un thé. C'est extrêmement inconfortable. Après, j'habite en province, bon ben, je suis pas coincée dans le métro, mais j'ai déjà entendu des témoignages aussi de filles qui disent bah voilà, elles sont coincées dans le métro, elles ont une crise, c'est l'horreur. En fait, on peut pas se rendre compte à quel point c'est l'horreur. Et en plus, ça a le côté honteux, quoi. Ça a ce côté-là qui est quand même vraiment psychologiquement extrêmement difficile à vivre. Dans les relations, on peut pas raconter ça à tout le monde, en fait. Donc moi, j'avais décidé de raconter ça à personne. J'en ai parlé à mon conjoint, après quand même 3 ans de relation, l'été dernier, parce qu'en fait, je pouvais pas faire autrement. Avant, je lui disais, oh, je suis un peu ballonnée. Non, non, Marie, t'es pas ballonnée, là. T'as une crise, en fait, mais c'est pas grave. Et je suis bête parce qu'en fait, il a été hyper gentil. Finalement, j'aurais dû lui en parler avant, mais j'avais vraiment honte de ça. Il a été d'un grand soutien pendant mon suivi. Il a été super après. Même marrant parce que il me dit, il n'y a pas trop de FODMAP dans ce que j'ai fait à manger. Non, non, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Vraiment. Et en fait, faut oser en parler parce que plein de gens autour de nous peuvent avoir ce type de problématique et c'est pas si honteux. Maintenant, après justement tout ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que tu fais ou que tu refais que tu limitais peut-être avant? Eh ben, la randonnée, déjà, j'hésite plus et je mange et je me fais un pique-nique qui va très bien et tout va bien. Donc ça, déjà, ça a été vraiment... C'était vraiment le but. Je sais pas si tu te souviens quand je t'ai contacté, c'était vraiment ça. Je veux pouvoir faire de la randonnée sans être stressée, sans me dire que ça va être la cata. Donc ça, c'est déjà une grosse, grosse libération. J'ai pu faire des trucs vraiment bien. Les sorties au restaurant, évidemment. Avant, j'en refusais quasiment une sur deux en me disant, bah non, en fait, si je vais dans ce restaurant-là, je vais être malade, c'est sûr à 100%. Après, j'aiguille les gens vers les restaurants qui peuvent mieux me convenir que d'autres où je suis sûre qu'il n'y aura jamais de problème. Et puis surtout les sorties au restaurant avec l'après-midi prévu après. Tu sais, si c'est juste sortir au restaurant puis après on rentre, je peux prendre n'importe quoi, ça ira. Mais si c'est sortir au restaurant avec tout le reste après, tout sortie piscine ou je sais pas quoi, bah là j'avais tendance à dire bon non, on se retrouvera à 14h. Comme ça je gère mon repas. Et puis tout ça maintenant j'y fais quasiment plus attention, ou c'est rentré dans un schéma où je me dis bah voilà, je gère en fait. Moi je dirais que le résultat du suivi avec toi, c'est la maîtrise. Moi, j'aime bien maîtriser les choses. Vraiment, maintenant, je maîtrise mes symptômes. Et ça, c'est quand même très agréable, quoi. J'ai Donc retrouvé voilà. justement, tout à l'heure, le tout premier message que tu m'avais envoyé. Tu avais hésité un petit peu au début, on avait échangé, ensuite tu avais hésité, ensuite tu m'avais renvoyé un message pour me dire: «Bon, je crois que c'est bon, j'en ai marre, là, j'ai envie de démarrer» et tu m'avais écrit: «Excuse-moi de te déranger à nouveau, mes symptômes de SI type D s'aggravant énormément depuis un mois. Je ne me vois pas tenir bien longtemps sans ton aide. Ça me gâche littéralement mes vacances en ce moment même». C'est exactement ça. Je me souviens même du moment où je te l'ai envoyé. J'étais vraiment pas bien, en plein milieu de ma semaine de rando, et je savais vraiment pas comment j'allais pouvoir tenir jusqu'à la fin de la semaine, tellement les symptômes étaient très forts sur toute la semaine. J'avais des randonnées de 6 heures tous les jours à tenir. C'était la cata. Il n'y avait pas d'autre mot. C'était la cata. Et je t'ai envoyé ce message et tu m'as tout de suite répondu, hyper gentiment. Ça va aller, la prochaine fois ça ira mieux. Je me souviens plus de ce que tu m'avais répondu, mais c'était extrêmement encourageant. Je me suis dit, ok, là ça va pas, mais bientôt ça ira mieux. J'avais vraiment confiance. Après, je suis venue vers toi aussi parce que je savais à qui j'avais affaire. C'est-à-dire que je surfais sur Instagram depuis un certain temps. Et je cherchais des recettes de cuisine pour pas avoir mal au ventre. Je suis tombée assez tardivement sur le terme de FODMAP. Je connaissais absolument pas ce terme, donc je regardais, je disais ouais, ok, peut-être que ça va être ça. J'ai vu que tu avais été formée à la Monash Université. Je me suis dit bah attends, la fille elle a fait des bonnes études qui vont bien, elle va savoir bien m'aider. C'est de ça dont j'ai besoin. Donc j'avais toute confiance déjà de prime abord, mais je savais pas du tout de quoi il était question dans le protocole. J'avais vraiment aucune idée, mais je savais que ça allait aller. En fait, c'est bizarre. T'avais raison. Trop bien. Quand tu repenses au moment où tu m'as écrit le message et maintenant, après tout le parcours, qu'on a eu ensemble depuis, août l'année dernière, comment tu vois les choses quand tu compares un petit peu le avant-après? Bah, je suis hyper contente en fait, dans le sens où je maîtrise vraiment maintenant mes symptômes. Et oui, je peux encore avoir des crises de temps en temps, ça peut arriver. Et quand elles arrivent, je sais exactement quoi faire pour les gérer. Il y aura toujours des petites crises, des fois tu te lâches un peu. Je crois que c'est ce que je t'ai mis dans un message assez récemment là, parce que je continue à t'écrire de temps en temps, faut le savoir. Je t'ai mis oui oui non mais ça va nickel, sauf quand parfois ben, je commence à manger un peu n'importe quoi parce que comme ça va bien, je m'enflamme un petit peu. Mais je sais pourquoi. Donc déjà un, c'est pas inquiétant. Deux, je peux les maîtriser. Donc que demande le peuple, quoi. Tout va bien. La colopathie, elle disparaît pas, mais on apprend à vivre avec dans le sens où on a quand même des solutions. Alors déjà au niveau de l'alimentation, ça fait quand même la base de beaucoup de choses, c'est quand même la plus grande partie. Mais après, oui, il y a voilà, si on mange trop, qu'on ait une colopathie ou pas, on risque aussi d'avoir des gènes. Si on est un peu plus stressé, si on dort moins bien, si on change d'environnement, il y a bien sûr d'autres choses à prendre en compte que juste les FODMAP, même si ça fait quand même une grande différence. Donc tu as raison de le préciser.
Et puis, je pense qu'il y a un truc important. Quand j'avais 20 ans, mes crises étaient extrêmement fortes, à me coucher par terre, mais vraiment. J'en ai eu aussi quand j'avais une trentaine d'années. Et des crises comme ça, c'est vraiment inquiétant. Donc, je suis allée voir une gastro-entérologue qui m'a dit: ah bah oui, mais c'est la colopathie fonctionnelle, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Bon, il n'y a rien à faire, faut vous calmer. Bon, très bien. Donc, à partir du moment où on te dit ça, qu'est-ce que tu veux faire en fait? T'es complètement acculé, tu sais pas vraiment quoi faire. C'est le stress. Bon, t'es stressé, mais pas plus que Pierre, Paul ou Jacques, quoi. De là à se créer des maladies comme ça, il y a plein de gens qui sont stressés et qui n'ont pas ça. J'ai accepté ça et je me suis dit, quand t'as une crise, bah accepte-la et puis tu verras bien. J'avais des antispasmodiques, elle m'avait donné des médicaments qui fonctionnent, mais sur le court terme, et puis qui te coûtent un bras aussi. Les probiotiques qui te coûtent un bras, les différents compléments alimentaires qui te coûtent un bras et qui ne fonctionnent pas forcément en plus, et qui parfois te rendent plus malade qu'ils ne règlent des problèmes, hein. Les probiotiques qui te rendent malade, ça aussi, j'ai connu. Mais je crois qu'il n'y a pas une marque que j'ai pas utilisée en fait. Et il n'y a pas non plus une boîte de probiotiques que j'ai terminée en me disant waouh, merveilleux, c'était trop bien. Et si ça marche, c'est vraiment du court terme. Et moi, ce que je voulais, c'était du long terme. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre en prenant toujours un médicament tous les jours, voire même 1, 3 fois par jour? Non, on n'a pas envie de vivre en étant sous médicament tout le temps. Il y a que le protocole qui fonctionne. De moins en moins quand même, maintenant je commence à avoir des témoignages de rendez-vous gastro où au moins il y a déjà un petit peu d'informations sur tout ce qui tourne au niveau de l'alimentation. Mais c'est sûr que quand le pro de santé qui est censé avoir la solution pour toi te dit que c'est ton stress ou que c'est de ta faute, il y a du stress dans la famille parce qu'il y a les enfants, il y a tout à gérer. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne nous donne pas forcément d'autres solutions. Et comme tu dis, les médicaments, c'est une solution qui traite les symptômes quand ça fonctionne suffisamment, mais ça ne traite pas la cause du problème. Et moi, si on m'avait ne serait-ce que parlé du protocole FODMAP, j'aurais déjà eu une piste en fait. Mais là, j'avais pas de piste. Et avant de tomber sur ton compte, je t'assure, je ne savais absolument pas ce que c'était le protocole FODMAP. Pourtant, je ne parle que de ça. Donc, c'est rigolo. Je ne jure que par ça parce qu'en fait, il n'y a que ça qui fonctionne. Ça fait 20 ans qu'on le sait, mais voilà, on commence petit à petit à en parler plus. Est-ce que, donc, en dehors des médicaments, est-ce qu'au niveau de l'alimentation, tu avais déjà essayé de faire des changements pour essayer de gérer justement les symptômes? Ah oui, j'avais tout enlevé, comme je t'avais dit. Donc, parfois, c'était quand je voulais être tranquille, bah, je mangeais pas, ou très peu, ou alors si, je mangeais un bol de riz, tu vois. Alors, avec ça, tu risques rien, hein, c'est sûr, mais bon, tu risques pas d'être en forme non plus. Puis, point de vue diversité alimentaire, c'était quand même très moyen. J'avais décelé un petit peu que le lactose me posait problème, mais j'avais fait la technique de l'éviction, quoi. J'enlève tout ce qui, à un moment donné, était dans mon repas quand j'ai fait une crise après. Ça fait un peu vaste, mais en gros, j'enlevais quasiment tout. C'est assez révélateur, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est assez révélateur. Moi, j'étais persuadée que les pommes de terre me posaient problème, par exemple. J'étais persuadée que les pommes de terre, c'était l'aliment catastrophique. Donc, quand j'ai pris rendez-vous avec toi, je n'avais pas mangé de pommes de terre depuis à peu près 2 ans. Waouh. J'avais pas mangé ça. Truc de fou. J'avais pas bu de lait depuis 10 ans, voire même 15. Alors qu'en fait, avec le protocole, tout n'est qu'une question de quantité et tu peux manger tout. Mais il y a certains aliments sur lesquels il va falloir manger un petit peu moins. Et puis si un jour tu te lâches et que tu en manges plus, bah, t'es malade. C'est pas grave. C'est pas grave parce que tu sais. Et puis tu fais attention. Puis mine de rien, comme le protocole repose tes intestins et qui sont moins tout le temps sursollicités, tu peux te permettre de faire des écarts et parfois même il se passe rien. Et ça, c'est quand même la grande victoire. Des fois, tu te dis, oh là, c'est sûr, j'ai vraiment été trop à côté du protocole, je vais vraiment galérer, quoi. Et je vais être malade tout l'après-midi. Je me suis dit ça pas plus tard que dimanche dernier. Je me suis dit, ah non, vraiment, t'as abusé là. Ça va être l'horreur. Et en fait, non. Parce que tes intestins, ils sont pas sursollicités comme avant, donc tu peux aussi faire des écarts et que ça se passe bien. Et ça, c'est cool quand même. Exactement. Quand c'est pas quotidien, après chaque repas, chaque semaine, chaque mois, généralement, on est capable de mieux tolérer, même ce qu'on tolère pas forcément très bien. C'est ce que je vois tous les jours sur Instagram. Quand je poste du contenu où je dis, bon, bah, tu peux intégrer tel ou tel aliment, c'est une question de quantité, ou que je donne des idées de petit déjeuner ou autre, il y a toujours des personnes qui vont commenter, ah non, moi, c'est pas possible, je tolère pas ça. Moi, je tolère pas ça. Toi, t'aurais certainement mis, je tolère pas les pommes de terre, moi, c'est pas possible. Et j'essaie toujours d'expliquer que c'est difficile, sans mettre en place les choses, de vraiment savoir ce qui pose problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui limitent beaucoup plus d'aliments que nécessaire dans leur alimentation, un peu comme ton parcours finalement, parce que instinctivement, on se dit, bon, bah, là, j'ai des symptômes juste après le repas, donc j'ai mangé ça, 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 je supprime tous ces aliments, et au fur et à mesure, on est sur quelque chose qui est vraiment ultra restrictif, et vraiment, c'est pas nécessaire, parce que c'est un cercle vicieux après. Moins on a de diversité alimentaire, moins on a aussi de prébiotiques, d'aliments qui nourrissent nos bactéries intestinales et avoir une flore intestinale qui est riche, diversifiée. Sur le long terme, ça va aussi nous aider à avoir une stabilité au niveau des symptômes. Alors par contre, sur les réseaux, sur les groupes Facebook, on voit des trucs, mais
Maintenant, avec tes nombreuses patientes qui ont fait le protocole comme moi, maintenant qu'on sait exactement ce qu'il en est, on se rend compte en 10 ans que les gens disent n'importe quoi, parfois avec beaucoup d'assurance d'ailleurs. Ils disent bah alors voilà, bonjour, je m'appelle machin et je voudrais faire le régime FODMAP parce que j'ai mal au ventre et mon petit déjeuner c'est ça, 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 ça. Et puis en fait, c'est pas possible. Alors moi, je réponds toujours la même chose. Je dis, bah, voilà, il y a des diététiciens qui sont formés pour ça. Si tu veux, je te donne la mienne. Là, voilà. Je te fais de la pub. Je crois que je t'avais dit d'ailleurs que je faisais ça. De toute façon, tu n'y arriveras pas toute seule. Parce que je pense qu'on peut, pour le coup, on peut pas y arriver toute seule. C'est trop compliqué d'avoir toute l'information. On peut pas, c'est pas notre travail. C'est ta formation, c'est ta spécialité. Donc toi, tu sais. C'est comme quand on veut réparer son ordinateur, on l'emmène chez quelqu'un qui répare l'ordinateur. Bah, nous, on veut avoir un professionnel qui répare notre syndrome de l'intestin irritable. Il faut aller voir un pro. T'as pas vraiment le choix. Il faut être suivi parce que sinon, on fait des boulettes. Et on n'a pas envie de faire des boulettes. Le temps est précieux, la vie est précieuse. C'est vrai, hein. Et on n'a pas le temps de s'embêter à être aux toilettes tout le temps, à avoir tout le temps mal au ventre et à s'enquiquiner la vie avec ce genre de syndrome qui peut être géré. Je me suis rendu compte de ça l'été dernier. Je me disais, mais je suis en train de me gâcher la vie alors qu'il y a des solutions. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Fais ton suivi et puis essaie. Et je m'étais dit, bah, dans 4 mois, faut que ça aille mieux. Et 4 mois après, bah, même pas 4 mois, 2 semaines après, je me suis rendu compte que j'avais plus mal au ventre. Et je pense que c'est une sensation que j'avais jamais eue depuis des années. Plus du tout, tu vois, plus mal au ventre, plus de ballonnement, plus tellement de gaz non plus. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça existe ce genre de vie? Et c'est le normal. Tu te dis, ben voilà, c'est dommage que je l'ai pas fait avant. La seule chose que je me suis dit tout le long, quoi. Et toi, tu es jeune, mais je peux te dire qu'il y a des personnes de plus de 60 ans qui m'ont dit j'ai gâché ma vie alors qu'il y avait une solution qu'on m'avait pas proposée. J'ai 39 ans et je me bats. Oui, non, mais ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déclaré ça, j'avais 20, 21 ans. Des souvenirs avec les crises de colopathie. J'ai énormément de souvenirs. Enfin voilà, c'est mon partenaire depuis un certain temps, hein. J'ai énormément de très mauvais souvenirs de ce genre de situation. Enfin voilà, ça faisait à peu près quelques mois que j'étais avec mon conjoint. Il m'emmène dans un restaurant trop bien et j'ai même pas pu terminer le repas. Je dis, oh, je me sens pas bien, je crois que j'ai un petit gastro, j'avais pas encore dit. Je me dis, mais ça m'a gâché ce moment-là. C'était un lieu qui était absolument sublime, mais plus jamais ça en fait. Et maintenant, on me dirait, bah voilà, tu retournes dans ce restaurant-là, je saurais gérer, je ferais différemment. Et je m'en suis voulu parce que ça a un peu gâché la journée, mais c'est pas grave. Je Maintenant, ça va. Ouais, c'est ça. Je suis contente que tu aies les solutions maintenant. Mais comme tu dis, on est censé voir des améliorations dans les 2 premières semaines où on met en place le protocole. C'est optimal généralement en 4 à 8 semaines, mais on est censé voir ces améliorations assez tôt quand même. Et après les 4 mois, ça prend en compte aussi, je précise pour les personnes qui nous écoutent, ça prend en compte aussi les réintroductions où on teste sur 6 à 8 semaines, et cetera. Donc on est sur un suivi de à peu près 4 mois la plupart du temps. Est-ce que le en ligne, c'est quelque chose qui t'a fait réfléchir quand même avant de te lancer? Alors moi, pas du tout. En ligne, ça me va très très bien. Je trouve qu'on perd moins de temps dans les transports. Pas du tout un frein pour moi. Et puis en plus, t'es vraiment extrêmement réactive. On avait des conversations très fréquentes pendant tout le suivi, des messages, des échanges de messages par WhatsApp aussi. Donc non, moi, ça m'a posé vraiment aucun problème. Je sais que moi, ma médecin qui habite au coin de la rue, des fois, je fais un truc en visio, hein. J'en suis là. Et au contraire, plutôt que d'avoir quelqu'un de... Parce que je suis allée voir des diététiciennes à Dijon, mais qui n'étaient pas spécialisées. C'était très gentil, hein, c'est pas le problème. Donc je préfère largement quelqu'un de compétent loin, même si c'était en Australie, plutôt que quelqu'un qui sait un peu, mais pas trop. C'est fréquent qu'avant de se lancer avec moi, il y ait des personnes qui aient déjà vu des diététiciens. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui sont réticents à se relancer dans un suivi parce qu'ils se disent, bon, bah, si c'est pour qu'on me dise la même chose, j'ai pas envie de repayer des consultations, des suivis. Mais malheureusement, dans le cursus diététique classique, on n'est pas formé à cette prise en charge-là. Je pense que c'est ce qui a été un peu à l'origine de ma réticence quand je t'ai contactée dans un premier temps. Me dire, ah, faut encore que je recommence un suivi. J'avais à la fois bon espoir et à la fois, c'était peut-être la 15e diététicienne que je voyais, tu vois. Ah non, faut se lancer parce que des fois, la 15e, c'est la bonne, je sais pas. J'ai été attirée par tes compétences, encore une fois, par ton CV, qui est quand même impressionnant. Que dirais-tu à quelqu'un qui souffre du syndrome de l'intestin irritable et qui hésite à démarrer un suivi diététique? Ah mon Dieu. Est-ce que Ouais. Pardon. Mais en fait, le truc, c'est que c'est difficile de leur dire vas-y, parce qu'en fait, ça vient de soi. Faut se dire à un moment donné, j'en ai marre, la coupe est pleine, c'est bon, je prends mon destin en main, je prends ma santé en main, parce que c'est aussi assez usant hein, psychologiquement. J'ai lu pas mal de choses sur des dames, des jeunes filles, plus ou moins jeunes, pouvait aller jusqu'à la dépression en ayant ce syndrome. Et moi, je trouve ça trop grave. Mais la solution, elle vient de soi. La personne, faut qu'elle soit décidée, quoi. Faut qu'elle se dise, bah, ce coup-là, c'est ma chance, quoi. Tu sais que moi, j'ai même entendu le régime FODMAP, non, mais c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas.
Mais en fait, qui sont ces gens? Sûr que oui, ça marche. Je trouve ça aberrant. Quand j'entends ça, je trouve ça aberrant. Donc, la seule chose que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite, c'est bah ça fonctionne. À toi de voir si tu as envie de prendre ton destin en main ou pas. Dire bah voilà, j'ai plus envie de souffrir. Si ça doit être la dernière chose à essayer, puis on en reparle dans 4 mois, quoi. Les personnes Voilà. qui disent que ça marche pas aussi, c'est souvent des personnes qui ont essayé tout seul avec des listes sur internet. C'est le classique, on a essayé de supprimer pas mal de choses pendant quelques jours et ça a pas fonctionné. Alors après, il y a quand même quelque chose. Dans ta précédente interview, la dame, elle a dit aussi. Ça nécessite quand même un investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser avec le protocole, il faut se dire, bon, allez, go, je me mets dedans, quoi. J'apprends des nouvelles choses. Je fais en sorte de faire ça bien, parce que si on le fait bien, ça marche vraiment. Pas prendre la première liste qui traîne sur Internet, parce que ça, tu peux être sûr que c'est pas possible. Genre, j'ai vu une liste qui bannissait les concombres et les pommes de terre. J'aurais adoré cette liste fut un temps. Bah, quand ça marche pas, c'est qu'on a fait une erreur en fait. Une yaourt de coco, c'était du yaourt saveur coco avec dedans, c'était du lait en fait. Donc j'ai dit, mais je comprends pas, j'ai mal au cœur, j'ai la diarrhée, tout ça. Ça va pas son truc, le yaourt de coco, c'est pas ça du tout. Parce que c'est possible de faire des erreurs dans ce protocole. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le suivi. C'est pour ça que je fonctionne plus à la consultation parce que même quand on a toutes les infos, ben, comme dit, il y a les compos de produits aussi à analyser. Parfois, on pense faire bien les choses et finalement, on se rend compte que ben non, c'est des petites choses qui font toute la différence, comme tu viens de citer au niveau des. Yaourt à la coco, là, mais je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Possible! Est-ce que ton entourage l'a remarqué? Oui, parce que les crises sont quasiment inexistantes. Là, je crois que j'ai pas fait de crise depuis janvier. Et parce que j'avais un peu dérapé. J'avais un petit peu dérapé sur un repas et c'était de ma faute. Et c'était drôle parce que quand j'ai commencé le suivi, j'avais tellement plus mal que la moindre petite douleur était insupportable. Genre, non mais là j'ai un petit peu mal là. Alors que c'était rien par rapport à avant. J'étais tellement habituée. Alors que bon, quand même, les intestins, c'est sa vie, quoi. Donc c'est normal. Mon entourage a bien remarqué que c'était beaucoup mieux. Mon entourage s'en est rendu compte. Alors ils sont en plus tous mignons parce qu'ils font tous très attention à ce que je mange pas beaucoup de FODMAP, mais ils savent pas trop ce que c'est. Donc c'est très drôle. Et j'ai des textos de ma mère, par exemple. Et les haricots verts, c'est bon pour les FODMAP ou pas? De manière générale, les gens sont quand même bienveillants dans mon entourage. Et puis dans le monde, j'espère. En fait, ils se sont rendus compte que ça marchait vraiment. Mon conjoint aussi est d'un grand soutien, quoi. Il fait vraiment attention. Quand on va dans des restaurants, il me demande si le restaurant il convient. C'est même rigolo parce que des fois, je suis devant ma carte au restaurant et puis il me dit c'est bon, t'as des trucs qui te conviennent. Oui, il n'y a pas de problème parce que finalement, tout peut convenir à partir du moment où on fait attention un petit peu, quoi. C'est vraiment des connaissances que j'ai pu intégrer. Et maintenant, c'est une routine. C'est rien dans une vie, hein, 4 mois. Ça fait 15 ans que je suis malade après les repas, au moins une fois par semaine, voire une fois par jour parfois. Donc non, c'est rien du tout, quoi. Pour l'entourage, c'est hyper qualitatif. Mais c'est surtout pour nous que c'est important. Ce qui s'est passé dans ma précédente relation, c'est quelque chose qui crée vraiment des tensions. On peut tomber sur des gens dans nos entourages pas extrêmement compréhensifs, qui disent bah c'est bon, tu nous enquiquines avec tes maux de ventre. Non mais là faut y aller, on n'a pas le temps de t'attendre que tu sois aux toilettes pendant 1 heure, parce que grosso modo hein, c'est ça. Et il y a des gens parfois dans mon entourage passé qui réagissaient comme ça en levant un peu les yeux au ciel, genre elle est encore malade, elle nous saoule, etc. Bon bah ça déjà c'est pas les bonnes personnes de ta vie donc tu les vires. Et c'est vrai que l'été dernier ça a un peu gâché nos vacances, mes crises. D'avoir la perspective de vacances prochaines là, dans une semaine, où justement il y aura pas tout ça, bah, ça nous réjouit, ça me réjouit moi, ça réjouit mon conjoint tout autant que moi je crois. En janvier j'avais fait une randonnée dans la neige et c'était vraiment l'application du protocole FODMAP en randonnée, tu vois, je m'étais dit allez c'est parti, cette fois tu vas manger. Je crois que je t'avais envoyé un message en disant voilà ça y est, j'ai pu faire 2 jours de randonnée, on était dans la neige, on avait froid, j'ai mangé mon petit pique-nique, tout s'est bien passé, j'ai pas été malade, c'était le bonheur quoi. Et ça, c'est chouette pour nous et c'est chouette pour les autres aussi, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu souhaites partager justement avec les personnes qui nous écoutent? Simplement leur dire que leur bien-être, c'est le plus important. Donc, faut prendre soin de soi. Très à la mode de prendre soin de soi. Mais là, pour le coup, c'est quand même nécessaire. Donc, prenez soin de vous, faites ce qu'il faut, essayez ce protocole. Il va sans doute marcher pour vous aussi, si vous prenez ça bien au sérieux. Passez pas à côté de cette opportunité-là. Et avec Fleur, c'est encore mieux. Bah, c'est vrai, hein? Franchement, il n'y en a pas d'autres hein, qui font le protocole comme tout. C'est marrant parce que depuis que je me suis lancée, je regarde un petit peu, je tape SI, compte, etc. Et je vois, maintenant, il y a des dizaines de comptes sur le SI. Alors ça, ouais, par contre, ça a fleuri après toi, d'ailleurs. T'es la personne ressource à ce moment-là, pendant tout notre protocole. Et ce rapport de confiance, en plus, avec toi, il est assez facile à mettre en place, c'est vrai. Donc, faut pas hésiter. Faut se lancer avec courage et détermination. T'as sauté le pas, c'est le plus difficile. C'est vrai. Comment pour décrire les changements grâce au protocole, justement, dans ta vie maintenant? Donc, je dirais maîtrise. Moi, j'aime bien maîtriser les choses. Ce protocole, ça m'a permis de maîtriser mes symptômes. Et ça, c'est important pour moi. Bien-être
Je pense que c'est un peu tarte à la crème, mais c'est quand même le plus important et c'est souvent négligé. Et puis joie, parce que moi je suis quand même contente quand j'ai pas mal au ventre, quand je peux faire ce que je veux sans être stressée. Je dirais ça. Voilà. Merci Marie. Et c'est vrai que ça déculpabilise un peu et ça dédramatise quand on peut parler librement. Enfin, je veux dire, les gens qui te suivent sur ton compte, c'est des filles qui ont mal au ventre, quoi, globalement. Je te remercie encore pour tout, hein.